Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sous le soleil d'Annecy, vous pouvez le voir, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour Panorama, votre nouveau rendez-vous quotidien, vous le savez, chaque soir de la semaine, 13 minutes d'entretien et de découverte. Et cette semaine justement, nous avons décidé d'installer notre plateau à l'ESA, l'École supérieure d'art Annecy-Alpes. Je suis en compagnie pour ce premier rendez-vous de Stéphane Sauzette, bonjour, directeur. Bonjour. Et Isabelle Handelet, responsable des ateliers volume. On va commencer avec vous Stéphane. Première question toute simple, très générique, pouvez-vous nous présenter un petit peu votre établissement en quelques mots ? Alors, l'École supérieure d'art Annecy-Alpes, c'est un établissement pour des étudiants principalement, un établissement d'enseignement supérieur où on prépare des diplômes de type licence, master, doctorat, qui sont donc les mêmes diplômes qu'à l'université. Simplement, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur artistique, c'est-à-dire inscrit dans le champ culturel, à la différence des universités, et nous sommes donc héritiers de la tradition des beaux-arts. Les établissements comme le mien sont dans certaines villes appelés les beaux-arts. Ici à Annecy, nous sommes école supérieure d'art, puisque nous sommes une école créée plus récemment. L'école délivre des diplômes supérieurs depuis la fin des années 90, donc une grosse vingtaine d'années, allez, on va dire, alors que les beaux-arts de Paris, par exemple, existent depuis le XVIIe siècle. Donc c'est simplement notre relative jeunesse qui nous fait appeler École supérieure d'art. Sinon, vous pouvez penser aux beaux-arts, absolument. Comment est née à l'époque l'idée d'une école justement, comme celle-ci ici ? Alors il y avait à Annecy une école municipale de dessin qui était adressée aux amateurs, aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Partie d'activité que l'école aujourd'hui, que l'ESA aujourd'hui a toujours en gestion. On a une partie de l'école qui s'appelle l'ESA PA, l'ESA des pratiques amateurs. Et donc dans les pratiques amateurs, nous accueillons à peu près 350 élèves, enfants, adolescents, adultes, comme je le disais, qui pratiquent du dessin, on va dire, pour leur plaisir, et la partie enseignement supérieur, où là on est avec des jeunes gens, donc à peu près 200 étudiants. Nous sommes avec des jeunes gens qui souhaitent plutôt se professionnaliser dans les champs de l'art et du design, les deux grandes directions de l'enseignement de l'école. Et donc là, comme je vous le disais, nous sommes plus proches de l'université et moins des pratiques amateurs. Donc à Annecy, il y a d'abord eu une école de pratiques amateurs. À partir de l'équipe enseignante, l'équivalent d'une école prépa, on va dire, et puis petit à petit l'école s'est développée, et récemment, là, ces 10 dernières années, elle a passé le palier de s'inscrire dans les réseaux européens et internationaux de l'enseignement supérieur. Vous avez un petit peu répondu, mais comment se situe l'ESA par rapport aux autres structures identiques qui peuvent exister en France ? Alors effectivement, en France, nous sommes dans un réseau avec d'autres écoles supérieures d'art qui s'appelle l'ANDEA, qui est une association nationale dont je suis coprésident. C'est pour ça que je me permets de citer cette association. Elle fédère les 44 écoles supérieures françaises et des territoires d'outre-mer, y compris les Beaux-Arts de Paris, enfin toutes les écoles que vous connaissez peut-être. L'ESA, elle a la particularité donc d'être une école jeune, comme je vous le disais, d'être sur un territoire singulier. On est ici dans un bâtiment prodigieux, labellisé patrimoine du XXe siècle, au bord du lac, face aux montagnes, avec une logique un peu campus, c'est-à-dire que les étudiants sont vraiment dans ce bâtiment comme chez eux. Il y a une résidence à côté, vous en parlerez peut-être plus avant. Et donc cette école, elle a cette singularité d'être sur ce territoire-là. Et en termes de projet d'établissement, c'est aussi une école qui a beaucoup axé son développement sur la recherche, donc une activité plutôt prospective, expérimentale, avec des artistes de haut niveau. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle est aussi très engagée dans les démarches de transition. On est sur un territoire, le territoire alpin, qui est frappé par le réchauffement climatique peut-être plus durement que beaucoup d'autres territoires. On est ce qu'on appelle un point chaud, un hotspot, comme dit le GIEC. Et donc nous avons depuis déjà plusieurs années mis en place énormément de dispositifs, depuis le tri de matériaux, le réemploi, le recyclage, énormément de choses que je ne résume pas en une phrase, mais qui fait que cette école en transition a ça comme marqueur aussi pour les étudiants qui choisissent cette école plutôt qu'une autre en France. Isabelle Handelet, vous êtes la responsable des ateliers volume. Vous disposez ici de vrais beaux ateliers. Il y a un atelier de bois, de métal, de céramique. C'est un vrai atout, j'imagine. Oui, tout à fait. Les étudiants, quand ils arrivent, sont souvent assez émerveillés de tout le matériel qu'on a.
On a du matériel plutôt professionnel. Ils sont formés dès la première année. Dans les premières semaines où ils arrivent, ils ont ce qu'on appelle les sessions outillage. Donc, je et les autres techniciens responsables des différents pôles de l'école technique leur apprennent et leur montrent tout le potentiel qu'il y a dans ces ateliers. On leur montre un minimum d'informations pour qu'ils puissent être autonomes dans ces ateliers. Après, pour ce qui est de la technique pure, ils l'apprennent vraiment en réalisant leurs projets à eux ou les projets que les profs leur mettent entre les mains. En fait. Comment ça se passe? Chacun choisit son atelier ou le cursus commence avec un accès à tous les ateliers? Absolument. Ils sont par petits groupes et ils passent par tous les ateliers techniques. Donc, parce qu'ils ne savent pas, en avance, ils ne savent pas en fait ce qui est possible de faire. Donc, ils doivent savoir tout le potentiel de l'école en fait. Vous, en tant que responsable, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez à disposition de telles infrastructures? Je kiffe. C'est bien, ça vient du cœur, on le sent. Ben oui, mais même les artisans qui viennent dans l'école pour faire des travaux dans l'école, quand ils voient nos ateliers, ils sont épatés aussi. Et puis parce que c'est une meuf qui est dans les ateliers. Stéphane, ça aussi, ça fait partie des atouts de l'école, ces ateliers de volume? Alors, les ateliers et surtout les gens qui les font marcher. C'est-à-dire que des machines, c'est bien. Les petites mains auxquelles on mais ouais, pense pas forcément. Qui ne sont pas si petites que ça dans cet établissement. Là aussi, on va dire il y a une certaine tradition artistique qui, ces 30 dernières années, a séparé les questions techniques des questions plutôt, on va dire, conceptuelles plus intellectuelles, on va dire. Et en fait, dans cette école, vous me demandiez les caractéristiques, on a à cœur de ne jamais séparer les pratiques. Et donc, effectivement, les enseignants s'appuient beaucoup sur l'équipe des techniciens. Les techniciens travaillent de manière comme ça très osmotique avec les autres énergies dans l'école. Et c'est vrai qu'il y a il y a une très belle équipe ici. S'il y a du beau matériel, c'est aussi que depuis plusieurs années, chaque année, on essaye d'acheter ce qui manque. Et que ça, il y a une grande conscience et une grande volonté de bien travailler. Ça aussi, c'est école en transition. Le rapport des étudiants à ces ateliers, à ces machines, il est comment quand ils arrivent? Ça dépend d'où ils viennent, le milieu. Il y en a qui ont des familles qui sont déjà dans les métiers. Il y en a qui ont déjà pratiqué. Mais dans l'enseignement qu'on leur donne tout au début, on part du principe qu'ils ne savent rien. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir. Et puis après, les intérêts se développent plus chez certains que d'autres. Et après, il y en a, on ne voit plus jamais, parce qu'ils vont faire de la peinture ou ils vont faire de la performance ou autre chose. Et d'autres qui vont passer beaucoup plus de temps dans les ateliers. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. On va passer à une autre Isabelle Labarthe, qui est responsable de la bibliothèque, puisque donc on est ici sur la terrasse. À l'étage inférieur, il y a la bibliothèque. Là aussi, j'imagine un élément indispensable pour une structure comme la vôtre. Oui, je vous disais qu'on ne sépare jamais le cerveau des mains et du corps. Alors, je ne sais pas si la bibliothèque fait partie du cerveau de l'école, mais en tout cas, on y trouve, Isabelle, j'imagine tu vas le décrire, mais on y trouve des ouvrages permettant d'explorer à peu près tous les champs des sciences humaines, sociales et politiques nécessaires à l'art et le design. Donc, autant dire beaucoup de choses. Et cette bibliothèque est effectivement essentielle dans le projet d'établissement. Oui. Isabelle Labarthe, vous êtes donc la responsable de cette fameuse bibliothèque. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est une bibliothèque comme on pourrait trouver dans n'importe quelle école? Ou c'est très spécifique? Bon, déjà, le cadre, il est pas spécifique. Il est très spécifique pour le coup, il n'est pas commun. Non, il n'est pas commun, effectivement. Et le fond non plus n'est pas commun. C'est une bibliothèque spécialisée, qui s'articule directement sur la pédagogie et tous les objets et sujets travaillés dans l'école. Donc évidemment, majoritairement, tout ce qui est relatif au champ de l'art. Mais comme le disait Stéphane aussi, toutes les grandes questions contemporaines de la société, de la politique, de l'écologie, des théories des genres, etc. Et toutes ces collections sont nourries par la communauté d'enseignants, d'étudiants, de l'équipe qui vient par leurs connaissances proposer aussi ces acquisitions pour que le fonds soit systématiquement adapté en fait aux besoins des étudiants. Vous avez réussi à en faire un endroit très moderne. Mm-hmm. Pour une bibliothèque, on a un petit peu l'image des anciennes bibliothèques. Là, c'est un endroit très moderne. Ouais, très moderne à la fois dans son design, donc on a repensé il y a 2 ans avec toute l'équipe et puis en faisant intervenir aussi des architectes et designers pour nous aider à penser cet outil très particulier qui devait
devait correspondre à notre façon très particulière aussi de travailler, puisque dans l'école, comme vous avez pu le comprendre, on travaille de manière très singulière, transdisciplinaire, etc. Et la bibliothèque n'est pas seulement une bibliothèque d'études où on vient classiquement emprunter des documents puis travailler sur table, mais c'est aussi un lieu dans lequel s'activent énormément d'activités, que ce soit des formes originales en fait, de rapport à la recherche documentaire qu'on fait par atelier aussi dynamique avec les enseignants, avec un but en fait, un projet, une recherche qui a un objectif et qui du coup nécessite non pas juste de la théorie mais une mise en œuvre immédiate de savoir-faire en fait. Et puis il y a plein d'événements qui se passent dans la bibliothèque, les étudiants étant force de proposition pour faire des expositions bibliographiques, de la radio, des lectures, de leurs textes, etc. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que ce ne soit pas une capsule comme ça justement qui exclut ceux qui ont un rapport un peu difficile à la matière écrite, on va dire, mais au contraire qu'elle soit considérée comme un objet de recherche, de travail, d'expérimentation. L'art est partout dans l'école et il est aussi dans la bibliothèque. J'imagine donc que c'est un endroit que vous mettez en avant pour séduire vos étudiants. Stéphane, avant de se quitter, un mot sur cette rentrée 2020, forcément un petit peu particulière, avec la période qu'on vit depuis le mois de mars. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous adapter à toutes ces contraintes? Parce que là, il y a beaucoup de touchés, beaucoup de contacts. Oui. Ben, il y avait une équation à résoudre qui n'était pas évidente. La rentrée est dans quelques jours, donc je vous dirai si on a réussi parfaitement à la résoudre une fois qu'elle sera passée. Mais en gros, le point de départ est de respecter les mesures sanitaires pour qu'il n'y ait pas de dangerosité ni pour les personnes qui travaillent ici, ni pour les étudiants. Mais par contre, donc ça veut dire gestes barrières, on fait attention on a ça veut dire toutes les choses que tout le monde connaît, mais par contre, dans une école d'art, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup avec ses mains, et donc il faut une responsabilisation de toute personne par rapport aux outils, par rapport aux matériaux, par rapport aux espaces dans lesquels ils se déplacent. On travaille beaucoup de manière collective, donc ça veut dire que nos salles de réunion ou nos situations d'apprentissage à plusieurs doivent être maîtrisées, donc on est en train de changer des formats. On va beaucoup travailler dehors. On a la grande chance, cette école est liée à un parc, le parc des Marquises. Et donc on a aussi quasiment comme salle de cours un parc dans lequel il y a un bois, une prairie, un skatepark même. et donc on va beaucoup travailler dehors. Et puis on essaye de mettre en place, on va dire, des contresorts contre cette période vraiment triste qui fait que toute la jeunesse, toute cette strate démographique là, qui a déjà passé beaucoup de temps chez ses parents, je pense qu'il faudra regarder psychologiquement ce que ça donne, ça, mais que tous les post-adolescents aient passé autant de temps chez leurs parents pendant le confinement est vraiment une particularité. Mais on voit bien qu'il y a une génération là qui est percutée de plein fouet. On essaye que, et c'est pour ça que je parle de contresort, on essaye que le terme distanciation sociale, mise à distance, fragmentation, séparation, soit pas trop invasif. On essaye qu'il y ait encore une fois, des logiques de rencontre et des logiques de collaboration, on va dire, qui soient maintenues envers et contre tout, en usant du numérique, etc. etc. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode. On parlera plus précisément de la pédagogie. Merci à vous. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici depuis la terrasse de l'école supérieure d'art Annecy-Alpes pour ce deuxième épisode de Panorama. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sonia Pérez et Éléonore Pano-Zavaroni dans un premier temps. Bonsoir. Bonsoir. Sonia, vous êtes responsable de la coordination. À quelques jours de la rentrée, comment est l'état d'esprit ? L'équipe régie, l'équipe administrative, on les attend de pied ferme. Donc on espère les accueillir au mieux, comme on sait faire dans cette école, avec une école rangée, prêt à les accueillir et qui se met en place dans leur atelier, avec un programme pédagogique qui a été mis en place et en juin dans un premier temps et la semaine dernière. Voilà, la rentrée, c'est un moment que vous appréhendez un petit peu ? Est-ce qu'on l'appréhende encore plus cette année ? Oui, évidemment. Cette année, il y a beaucoup d'étudiants qui ne se sont pas recroisés en fin d'année. Et puis, il y a les mesures sanitaires qui nous obligent à
mettre en place un certain nombre de consignes, de mesures, mais on espère et on sait qu'on a de jeunes adultes qui sont responsables et autonomes, c'est ce qu'on souhaite, et on en appelle à leur bon sens, en fait. Alors, expliquez-nous un petit peu quelles sont les formations qui sont dispensées ici à l'ESA. Formation, c'est un grand mot. Je dirais plutôt qu'on est... les étudiants, enfin en tout cas les jeunes gens qui vont venir dans cette école auront dans un premier temps, c'est-à-dire la première année, une année on va dire de mise en place et de travail autour des ateliers et des programmes pédagogiques qui sont pour leur ouvrir au maximum toutes les possibilités voilà, il y a beaucoup d'offres qui leur est proposée avec des contenus que ce soit plutôt philosophiques, esthétiques, mais aussi techniques avec différents médiums. Et ensuite, en deuxième et troisième année, ils peuvent choisir une option art et une option design espace, qui est une option un peu particulière dans cette école qui fait appel à un art situé. En fait. Le master, ils peuvent continuer en art et en design aussi, et on va ici dans cette école jusqu'au doctorat. Ouais, donc on est du bac plus 3 au bac plus 8, c'est relativement large. Oui, c'est large. C'est large. Et Éléonore Panot-Zavaroni, vous êtes donc enseignante, notamment en charge de la classe préparatoire. On va accueillir tout à l'heure une élève d'ailleurs. Comment se passe cette année de préparation, justement, très concrètement ? Eh bien, cette année de préparation, elle est très intense, dense. Elle est resserrée en fait en quelques mois, en 2 semestres principalement, puisque en fait, elle consiste. La visée principale de la classe préparatoire, c'est une visée d'orientation. En fait, on accompagne au plus près les étudiants pour qu'ils trouvent la direction qu'ils souhaitent prendre. Elle a une visée pour cela d'expérimentation tout azimut. Donc la première partie de l'année est vraiment dédiée à l'expérimentation, on fait plein de tentatives et ensuite on prépare vraiment les concours en fait aux écoles d'art, d'architecture et autres. C'est vraiment au cas par cas, c'est un travail idoine en fonction des étudiants. Comment on l'intègre, cette classe préparatoire ? L'intégration se fait sur dossier et entretien. Avec les années, est-ce qu'on arrive à dresser un portrait type des étudiants qui vont intégrer ces classes préparatoires ? Ils viennent, j'imagine, de différents horizons ? Alors la classe préparatoire, elle existe maintenant depuis 2015. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui qui sortent du bac, qui savent qu'ils veulent s'orienter vers des études artistiques, mais qui ne savent pas exactement lesquelles. Et puis, il y a d'autres étudiants qui sont plutôt en réorientation et qui ont besoin aussi d'affiner, de prendre un temps de recul et pour commencer à initier vraiment une démarche artistique. J'ai envie de dire que ce soit pour la classe préparatoire ou la première année, il y a vraiment beaucoup de singularités et on a tout type de jeunes gens en fait. Et ce qui va être intéressant, justement, c'est cette hétérogénéité qui va permettre que toutes ces singularités se rencontrent. C'est ce qui fait la richesse, j'imagine. Bah oui, c'est un peu ça, oui. Stéphane Sauzel, le directeur, l'a évoqué dans notre émission de lundi. L'école fait partie du réseau national des écoles supérieures d'art, sous la tutelle du ministère de la Culture. Ça vous apporte une certaine légitimité ? Ah oui, d'autant qu'on est évalué par le HCERS et qui valide le fait que nous puissions donner des diplômes valant licence et valant master. Les étudiants peuvent intégrer le programme Erasmus, peuvent intégrer une école autre en Europe et ailleurs, et ils ont exactement les mêmes droits que les autres étudiants en université de l'enseignement supérieur en fait. Éléonore, avant d'accueillir Dounia, un mot encore une fois sur cette classe préparatoire. Selon vous, qu'est-ce qu'elle leur apporte pour la suite de leur cursus universitaire, de leur cursus et puis pour la suite de leur carrière, si carrière il y a ? Eh bien, le temps dans la classe préparatoire, c'est un temps vraiment précieux en fait et privilégié
puisque c'est, donc, comme je disais, un temps resserré, mais aussi avec une équipe de profs qui accompagne au plus près chacun des étudiants, et c'est vraiment un petit groupe. C'est la particularité de cette prépa à l'école d'art d'Annecy, c'est que c'est pas du bachotage, c'est pas de la compétition. On accompagne vraiment chacun des étudiants et c'est du sur-mesure. Donc en fait, on les aide à développer une pratique épanouie, un rapport au monde. Tout simplement. On va d'ailleurs accueillir Dounia Azoula qui va pouvoir nous expliquer un petit peu son ressenti. Je vous en prie, prenez place. Dounia, donc, vous êtes originaire d'Albertville. Vous avez donc intégré l'ESA, la classe préparatoire de l'ESA il y a une semaine. Déjà, un petit mot sur cette première semaine là, d'enseignement. Comment est-ce que ça se passe ? Je suis très surprise de toutes les capacités que peut avoir l'école. Et c'est très différent du lycée où j'étais, où fallait se débrouiller où on n'avait pas vraiment de matériel, etc. Et puis c'était beaucoup plus strict niveau sujet, niveau expérience, etc. Et là, on est beaucoup plus libre sur ce qu'on peut faire. Donc du coup, ça m'a beaucoup surprise et agréablement surprise. Et oui, du coup, c'était une très bonne semaine et je suis contente d'être là. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, d'intégrer les rangs de l'ESA ? En fait, j'ai toujours voulu faire dans l'art et j'ai, par mes années de lycée, j'ai remarqué que j'avais un peu d'expérience, mais qu'il me manquait beaucoup d'expérience justement et qu'il fallait que je m'enrichisse etc. Et du coup, j'ai trouvé que la prépa d'art d'Annecy, c'était le meilleur endroit pour pouvoir m'enrichir et apprendre plein de choses, différentes manières de faire des projets, d'utiliser le matériel, même par rapport à la théorie, etc. Je trouve que c'est une autre manière d'apprendre et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que vous attendez très précisément, très concrètement de cette formation ici à Annecy ? J'attends qu'elle me fasse évoluer personnellement et professionnellement et que je puisse grandir avec elle en fait et que je puisse trouver un métier par la suite évidemment, mais que je puisse approfondir ma pratique, ma théorie, mon analyse, tout ça. C'est quelque chose sur lequel je veux beaucoup travailler. Et c'est quelque chose sur lequel j'attends beaucoup. Sonia, quand on entend les propos de Dounia, j'imagine qu'on se dit qu'on est dans le vrai ? C'est un peu effectivement le but et le souhait de cette école, c'est l'accompagnement dans l'autonomie et l'expérimentation, puisque ce qui est proposé, c'est une pédagogie de projet. Et puis d'avoir le choix en fait à l'issue de ce temps de formation, que ce soit la classe préparatoire qui effectivement, comme le disait Éléonore, très intense parce que les concours sont de plus en plus tôt. Donc il faut qu'ils soient prêts à faire des dossiers qui soient prêts pour les entretiens. Et puis qu'ils aient le choix au bout de cette année de se dire que finalement ils peuvent aussi préparer d'autres concours ou faire d'autres choses, mais c'est jamais perdu. Et pour les autres, pour l'enseignement supérieur, pour la première année, c'est pareil. C'est un accompagnement et c'est faire en sorte que ce qu'ils ont dans la tête, ils puissent le faire et avancer en fait au vu d'un diplôme au bout de 3 ans et au bout de 5 ans. L'art peut paraître abstrait pour certains. Vous, ici à l'ESA, vous avez choisi justement d'être dans le concret. Oui, l'art c'est concret, mais c'est tellement vaste qu'effectivement on peut toujours se dire qu'il y a 1001 manières de parler de l'art et de raconter ces histoires autour de l'art. Et les étudiants savent très bien s'emparer justement de cette capacité à raconter des histoires, que ce soit par la sculpture, le dessin, la vidéo, n'importe quel médium. Et ils sont assez impressionnants aussi quand on les voit en parler, en fait, et parler de leur travail. Ils sont jeunes et ils sont en capacité non seulement de produire, mais de parler, d'avoir des références autour de l'art. Et c'est ce qui importe, en fait. Et c'est d'être au monde avec ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans cette école. Dounia, est-ce que vous savez déjà pour la suite ce que vous souhaitez faire, dans quelle branche artistique vous souhaitez évoluer ?
J'aimerais beaucoup continuer ici et faire un diplôme national d'art. Donc je pense que je vais partir sur 5 ans pour essayer. Mon but, ce serait de devenir artiste. Et donc du coup, j'espère que l'école pourra m'accompagner dans cette branche-là. J'imagine que c'est assez réconfortant d'entendre des propos comme ça aussi. Oui, c'est bien, c'est bien. Je suis ravie que Dounia ait envie de passer le concours ici dans l'école. On en reparlera dans 6 mois. On fera des concours évidemment pour toutes et tous. Et évidemment, elle sera préparée au mieux par toute une équipe, que ce soit de la classe prépa, mais aussi ici au Marquisat et donc au Vernet, avec cette double aussi préparation, puisqu'on est partenaire du conservatoire pour la partie scénographie, puisque la particularité de cette prépa, c'est une préparation, on va dire, assez large, art, design et scénographie. Donc ça permet d'avoir un panel assez important pour aller au-delà de ce qu'on peut penser sur l'art. Merci beaucoup en tout cas, merci Sonia, merci Dounia. Merci Éléonore qu'on a eu en première partie. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode 2 de Panorama consacré à l'ESA. On se retrouve mercredi, on parlera notamment du tiers-lieu des Marquisats. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e volet de Panorama, votre nouvelle émission de découverte sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes à l'école supérieure d'art Annecy-Alpes. Au programme aujourd'hui, une école en transition avec un focus sur le tiers-lieu des Marquisats. J'ai le plaisir d'accueillir Émilie Cerise-Herbin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des projets ici à l'ESA et vous êtes accompagnée de Blandine Berchou, la responsable de la résidence des Marquisats. Bonjour aussi. Bonjour. Émilie Cerise, on va commencer avec vous. Une structure comme l'ESA se doit de se tourner vers l'extérieur pour continuer à se développer. En effet, une école supérieure d'art doit s'ancrer dans son territoire et proposer une pédagogie en connexion avec les projets politiques ou sociétaux en mouvement sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très précisément ce qu'est un tiers-lieu ? Alors c'est ni la maison ni le travail, c'est un espace intermédiaire qui est ouvert à l'expérimentation, au partage, à la rencontre, pour développer les imaginaires, innover, inventer des nouvelles formes sociales ou politiques, Donc ça ressemble donc 3 entités si j'ai bien compris. Donc on a l'ESA, on a la résidence des Marquisats et on a le brise-glace juste à côté. Le choix de la résidence des Marquisats, il s'est fait tout naturellement, j'imagine. Par rapport à la construction du tiers-lieu, oui, c'est une évidence physique, architecturale. En fait, le bâtiment tel qu'il est pensé imbrique nos structures et du coup nos fonctions. Et spontanément, depuis des années, beaucoup d'interactions existent et on a voulu matérialiser, officialiser et pouvoir augmenter ces interactions préexistantes. Et j'ajouterais, donc en effet, il y a le brise-glace idéisme, mais il y a aussi la ville d'Annecy, puisque le gymnase de la ville est intégré complètement au sein du bâtiment. Et nous avons l'association des tennis d'Annecy juste dans le parc et la voile de l'autre côté de la nationale. Donc c'est un projet culturel, mais qui lie aussi le sport. Voilà. Blandine Berchou, je disais en début d'émission, vous êtes donc la responsable de la résidence des Marquisats, qui se trouve juste à côté. Qu'est-ce que cette synergie elle apporte à votre établissement ? Alors la résidence des Marquisats, donc nous on accueille des étudiants et des jeunes travailleurs qui logent dans des chambres ou dans des studios. Et en fait, je pense que quand on se questionne sur la vie en collectivité, puisqu'une résidence c'est un lieu de vie collective, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on doit apporter aux jeunes ? Et finalement, en travaillant sur cette idée de tiers-lieu, il y a plein de nouvelles choses qu'on peut apporter et plein de projets très concrets en fait, qu'on peut apporter à nos résidents. Donc c'est des services, mais aussi des synergies et une façon de s'ouvrir en fait, tout simplement sur la façon de faire des autres. Donc si on veut aller sur des choses très concrètes, on a des étudiants qui profitent du Fab Lab de l'école, on a des étudiants, des résidents qui ont envie de jouer du piano et qui du coup profitent du piano qui se trouve dans le hall de l'école. On peut avoir des projets partagés, comme par exemple un jardin partagé ou l'utilisation du compost qui avait été monté par l'école au départ. Vous arrivez à trouver une totale complémentarité ? Oui, on l'invente en tout cas. oui, on est
un autre projet en cours qui marque fortement cette complémentarité. C'est pour la première fois, on va accueillir des artistes de l'association des ateliers des artistes en exil qui est sur Paris. Donc une étudiante et une résidente, donc ils vont pouvoir être logés au sein de la résidence et venir de la résidence IDEIS et venir soit pour l'étudiante en première année au sein de l'école d'art ou pour l'artiste en résidence, utiliser les ateliers et les outils mis à disposition ici. Donc on comprend très bien cette proximité et cette logique pour développer ce type de projet, quoi. Ce qui est intéressant au final, c'est que chacun y trouve son compte. Exactement, je pense que nous, on a en tant que résidence, avec l'outil du logement, on a des choses à apporter à l'école, puisque c'est intéressant pour l'école de pouvoir loger des étudiants à proximité et pour des projets un petit peu particuliers comme artistes en exil, justement de pouvoir accueillir des personnes dans des conditions intéressantes, puisqu'on propose quand même des loyers attractifs et des conditions d'accès au logement qui sont facilitées. Et puis nous, on peut proposer plein de nouvelles choses aussi à nos résidents et approfondir cette idée de vie en collectivité. Et finalement, un résident, on dit qu'on fait de l'insertion par le logement, donc on permet à des jeunes de pouvoir se lancer dans la vie par le logement, et finalement là on rajoute quelque chose de supplémentaire avec cette idée de tiers-lieu et cette idée de partage et de construction commune. On a parlé du brise-glace tout à l'heure en début d'interview. On va pouvoir écouter une interview de Ludivine Chopard, la directrice du lieu, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui physiquement. J'ai pu l'interviewer en visioconférence. Je vous propose d'écouter, on revient juste après. Je suis arrivée au brise-glace il y a presque 3 ans et dès mon arrivée, Stéphane, le directeur de l'école d'art, est venu se présenter et m'a tout de suite présenté la dynamique tiers-lieu, dimension partenariale autour des projets de l'école d'art et puis de tout ce qu'on pouvait imaginer ensemble. Moi, j'avais dans l'idée, quand je suis arrivée au brise-glace, de vraiment développer la dimension participative du lieu de vie, tournée vers l'extérieur pour le brise-glace. Du coup, c'était une opportunité très intéressante. Et puis, c'est vrai qu'il y a une logique de site, en fait, sur l'espace des Marquisats qui permet d'imaginer des connexions assez facilement. Et de toute façon, les musiques actuelles sont par essence une esthétique et des projets qui sont tournés vers les partenariats. Donc c'est vrai qu'on a vraiment saisi l'opportunité. Après, on est un peu moins avancé que l'ESA sur la démarche, puisque c'est quelque chose qui mène déjà depuis plusieurs années. Mais ils sont très bienveillants et très attentifs à notre démarche aussi. Donc c'est vraiment une collaboration positive pour nous. Est-ce que vous, au brise-glace, vous ressortez, vous gardez de cette collaboration avec l'école d'art ? Alors nous, ce qu'on garde, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les formes de création, elles sont vraiment beaucoup plus pluridisciplinaires et transversales que précédemment. Enfin, on a toujours dans la tête le concert classique avec des musiciens, un public sur scène, un rapport frontal, mais en fait toutes ces choses-là aujourd'hui elles évoluent. La musique elle est aussi présente vraiment de façon totalement polymorphe dans toute forme artistique, que ce soit du design, que ce soit de l'art, du dessin, enfin, voilà, les liens sont vraiment très très forts. Donc ce qu'on garde nous, c'est la possibilité d'explorer vraiment de nouvelles pistes, de collaborer aussi avec de nouveaux artistes qui ne sont pas forcément du champ exclusif de la musique. Et puis c'est surtout d'attirer la jeunesse en fait auprès du brise-glace, puisque souvent dans l'imaginaire collectif, c'est oui, les musiques actuelles, c'est pour les jeunes. En fait, les jeunes qui avaient 20 ans aujourd'hui, ils ont un peu 45 ans, qui ont participé à l'émergence des musiques actuelles. Donc, il y a un très gros enjeu pour nous de renouveler notre public. Et la proximité avec l'école d'art, avec des enseignants qui sont aussi dans une démarche artistique importante, c'est vraiment un vivier important. Et puis, en fait, très concrètement, ça oblige aussi à la remise en question. Et c'est quand même ça qui permet d'être tout le temps pertinent sur un projet artistique et culturel. Merci à Ludivine. Avant d'évoquer le jardin, le brise-glace, là aussi, lieu mythique, lieu traditionnel ici sur Annecy. Comment vous arrivez justement à travailler, on l'a un petit peu entendu dans l'interview, mais comment vous arrivez à travailler avec de concert, c'est le mot, avec cette salle mythique ? Beaucoup par rapport à l'école d'art dans le cadre de projets et d'ateliers de recherche et création ou de workshops, donc voilà, des ateliers pratiques où des étudiants de l'école vont pouvoir investir les outils à disposition, salles d'enregistrement et salles de concert pour proposer un travail sur une semaine puis une restitution. Donc c'est depuis 2 ans un peu un rituel qui s'installe d'avoir au moins 1 à 2 projets intégrés au sein du brise-glace. Un projet de l'ESA au sein du brise-glace. Blandine,
juste derrière ce bâtiment, il y a un jardin qui a été mis en place. Mhm. Un petit mot justement, à qui profite ce jardin? Qu'est-ce qui est cultivé? Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Alors au départ, c'est quand même une idée de l'ESA, donc ils avaient un professeur qui travaillait sur l'environnement et sur le jardin. Et en fait, on a eu envie de faire partager ça aussi un petit peu à tous les membres du tiers-lieu. Donc quand on dit les membres du tiers-lieu, ça peut être les résidents pour notre part, les étudiants de l'ESA, les bénévoles du Brise-Glace, les salariés des différentes structures. Et on a beaucoup d'espace autour de nous, on a un grand parc. Donc on s'est mis à exploiter un petit peu le terrain. L'ESA a planté des pommes de terre. Pour nous, on s'est mis à planter des tomates. Et l'idée, c'est au fur et à mesure de pouvoir agrandir ce jardin et de pouvoir en bénéficier, mais que tout le monde puisse en bénéficier et passer et puis picorer une petite tomate au passage, arracher une nouvelles herbes en même temps et planter un petit truc nouveau au passage. Voilà. Quels sont les prochains grands axes de travail, de développement de ce tiers-lieu? Ça permet de parler là d'un axe très fort qui sous-tend le projet tiers-lieu, qui est vraiment un outil à l'œuvre en vue de la transition écologique et sociétale. Pour nous, c'est vraiment une manière de mettre en œuvre cette transition. On considère à nos 3 structures, à l'échelle du site, que c'est le moment d'y aller et de passer par la convivialité, la solidarité, la transdisciplinarité. C'est essentiel et efficace. Et donc, comme Landine en a parlé, on est inséré, le tiers-lieu est inséré au niveau du parc des Marquisas. Et donc, il y a un grand projet ici de développement de blé conservatoire, de prairies de blé conservatoire, de jardins partagés de la ville d'Annecy, puisqu'on est très en relation à ce niveau-là avec le service paysage et biodiversité de la ville d'Annecy, et donc soutenu. Voilà, un parc de sculptures, des projets d'habitat de cabanes, développer le jardin partagé. Voilà, donc c'est aussi se positionner plus largement sur la question du rapport au vivant, de l'alimentation, que chaque habitant du site puisse être confronté aux questions larges de transition. Et le tiers-lieu est un outil très adéquat puisque le panel des questions qu'il suscite est large, quoi, dans les questions de rapport au vivant, genre, mobilité. On travaille sur des garages à vélo communs maintenant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, mesdemoiselles. Bravo pour ce que vous faites. Et puis longue vie au tiers-lieu des Marquisas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve donc jeudi pour le dernier volet, la dernière émission de la semaine consacrée à l'école supérieure d'art Annecy-Alpes. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici sur la terrasse de l'ESA à Annecy pour Panorama. Vous le savez, cette semaine, on s'intéresse à l'école supérieure d'art Annecy-Alpes. Stéphane Sauzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur, vous étiez présent dans notre émission de lundi et vous êtes de retour pour nous parler d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur, Effondrement des Alpes. Alors effectivement, il me tient à cœur personnellement pour des raisons on va dire d'engagement dans l'époque, dans la cité, dans les enjeux on va dire climatiques qui nous submergent mais qu'on essaye d'aborder néanmoins. Et il est aussi très important à l'ESA puisque c'est depuis 2 ans et encore pour une bonne année et demie le plus gros projet de recherche que nous portons. Nous portons ce projet avec un partenaire suisse. Nous sommes financés par l'Europe. C'est un budget important qui a permis de recruter toute une équipe vraiment de haut niveau pour pouvoir se poser la question de l'effondrement des Alpes. Voulez-vous que on y reviendra, je vais présenter toutes mes excuses. Mabé Betonico, vous êtes artiste brésilienne, vous participez, vous avez travaillé, vous continuez à travailler pour ce projet Effondrement des Alpes. Stéphane, dites-nous un petit peu ce qui se cache derrière ce nom assez alarmiste. Alors, au début, quand on a construit ce projet, le mot effondrement vient du vocabulaire des géologues lorsqu'ils décrivent l'effondrement, littéralement, des falaises d'altitude, alors que le permafrost, qui est la glace
qui est caché dans le rocher, souvent entre 5 et 10 mètres de profondeur dans la montagne. Cette glace fond à cause de l'augmentation des températures et donc cesse de maintenir la cohésion de la montagne, des falaises, et crée donc des effondrements. Quand les pierres tombent et sont en petite quantité, on parle de chutes de pierres, puis d'éboulements, puis éboulis, éboulements, jusqu'à effondrements qui sont des gros volumes de chutes de pierres. Et en fait, ce phénomène climatique a surpris toute la communauté scientifique, des glaciologues, des géomorphologues qui travaillent sur les montagnes, donc évidemment des personnes qui travaillent dans la montagne, les alpinistes, etc. etc. Et donc plusieurs groupes de recherche se sont mobilisés sur ce phénomène-là, et nous faisons la partie créative, on va dire. Donc au tout début, c'était pas une volonté d'être alarmiste, c'était plutôt descriptif, mais il se trouve que depuis que nous avons lancé ce projet, les thèses qu'on appelle collapsologistes, qui viennent de la collapsologie, se sont plutôt répandues, et maintenant on parle beaucoup d'effondrement systémique, d'effondrement économique bien sûr, d'effondrement... Voilà, alors là ça rejoint la partie plus engagée du projet. Effectivement, on ne parle pas que des montagnes, on parle aussi de tous les autres effondrements, de la biodiversité, du vivant, des insectes, des oiseaux, des conditions de travail dans nos montagnes, les stations de ski par exemple. Et donc c'est vrai que derrière cette entrée en matière, plutôt sur le géologique, les paysages, quelque chose comme ça très matériel, qui renvoie plutôt à des logiques de sculpture. C'est ouvert tout un champ de recherche plus proche de l'anthropologie, de la sociologie, des sciences politiques. Et Mabé Betonico, qui est là, fait précisément partie des gens qui travaillent sur tout ça en même temps. Justement, Mabé, expliquez-nous pour quelles raisons, vous, en tant qu'artiste, vous avez choisi de travailler pour ce projet. Oui, j'étais invitée, je viens du Brésil, de Minas Gerais. C'est une région qui historiquement a souffert pendant des décennies d'une extraction minérale brutale. Et c'est à partir de cette expérience que j'étais invitée à regarder un autre type de changement, aussi d'une vitesse un peu différente, mais aussi géologique et très présente, et qui reflète ailleurs aussi. C'est pas juste ici qu'on peut voir ça, mais qu'il y a une espèce de chaîne des happenings. Ça. Chaîne de catastrophes. Oui, une chaîne de catastrophes. Ça reflète ailleurs. Votre pays, le Brésil, et la forêt amazonienne sont aussi très impactés par ces changements, ces dérèglements climatiques. Donc j'imagine que toute cette problématique, ça doit forcément vous parler. Exactement, oui. Ici, à partir d'une géologie différente et aussi à partir d'une méthodologie de recherche très particulière qui, normalement, on fait la recherche de façon horizontale, on peut dire, à partir de petits groupes. Et ce qui est incroyable aussi ici à l'école, c'est une méthodologie qui est plutôt horizontale, de façon d'essayer de mettre en place la collectivité autour d'un sujet. Et comme ça, c'est très spécial, c'est quelque chose de spectaculaire qu'on essaye de faire, c'est d'avoir toute une école autour d'un sujet, une espèce de travail collectif et aussi des réflexions pour les jeunes, d'une espèce d'action vers l'art, mais à partir de questions très engagées et d'une contemporanéité et urgence aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les différents travaux que vous avez faits dans le cadre de ce projet EDA, Effondrement des Alpes? Oui, il y a des travaux collectifs avec les étudiants et en parallèle, j'ai aussi ma propre pratique. J'essaie de travailler près les marches du climat et les jeunes. Je registre cette manifestation et à côté, je fais les vidéos aussi. J'avais fait, par exemple, une vidéo d'une marionnette et maintenant je peux lire, non? C'est ça que j'écris, qu'on va voir les voix off. Cette marionnette, elle s'appelle Betty. Elle est une sorte d'intellectuelle qui essaie de transmettre différents aspects de la destruction et transformation que les humains sont en train de mettre en place. Elle parle de notre planète qui est en train de se transformer en monstre de plastique. Il y a une autre vidéo où j'utilise des photographies des nuages qui sont projetées sur des pages blanches et le papier est froissé juste à la fin de chaque projection. L'allégorie renvoie à des espoirs scientifiques illusoires
voire potentiellement désastreuses, de vouloir guider notre météo et notre problème issu de la surproduction de CO2 avec de géo-ingénierie. Nous sommes pris en main par des politiques, des scientifiques, des entrepreneurs qui agissent chacun pour ses intérêts à court terme, mais qui peuvent, en les suivant, rendre la vie impossible sur la Terre. Si la lecture n'est pas très bonne, on peut relire des morceaux. Justement, je vais juste vous couper 2 minutes. Stéphane, pour Effondrement des Alpes, on voit là donc l'exemple précis avec Mabé. Vous travaillez aussi avec des chercheurs, des anthropologues, des artistes, la liste est encore longue. Ça fait du beau monde, ça prouve bien que l'importance de cette idée, de ce projet. Alors en fait, ce qui est surprenant avec tous ces sujets très contemporains qui ont à voir avec le réchauffement climatique, c'est qu'il n'y a pas de plateforme de rencontre des différentes disciplines. C'est-à-dire que les géographes travaillent dans leur coin, les designers dans leur coin, les ingénieurs, etc. Tout le monde est évidemment extrêmement préoccupé par la trajectoire climatique évidemment de notre territoire, mais plus largement de la planète. Et il se trouve que l'art, qui a la capacité de travailler avec tout type d'autres acteurs, hein, que ce soit des acteurs comme je le disais, qui viennent des mondes techniques, type les ingénieurs, ou bien, vous parliez d'anthropologie, on a aussi travaillé avec des préhistoriens, des glaciologues, enfin des gens très, très variés, mais aussi des artisans, des alpinistes, etc. etc. L'art est un endroit où justement on peut faire cette plateforme de rencontre. Et ce qui a été très beau, on a organisé une dizaine de journées d'études, c'est que tous ces professionnels venaient dans le champ de l'art avec des artistes pour se rencontrer aussi entre eux. Et c'est pour ça que Mabé Betonico parlait de recherche et de fonctionnement très horizontal. C'est que nous, notre petite utopie, c'est que ce projet déborde, que les connexions qui se passent, on va dire grâce à nous pour aller vite, soient fécondes sur d'autres territoires, dans d'autres endroits, et que petit à petit, l'ensemble de la société, peut-être d'abord les chercheurs avec lesquels on travaille, mais par ricochet, l'ensemble de la société se mobilise et petit à petit apprennent à vivre dans ce monde en surchauffe qui de toute façon est déjà écrit. Mabé, on sait qu'un des principaux responsables, si ce n'est le principal responsable de tous ces dérèglements climatiques, c'est l'homme. C'est donc à lui, l'homme en sens général, hein, générique, c'est donc à lui d'essayer de réparer tout ça. Bon, on essaie d'avoir l'espoir et essaie de mettre en place des autres dynamiques de travail et des regards à ces mondes d'avenir qu'on n'est pas seulement collapsologue et négatif, mais surtout avec beaucoup d'espoir. Et comme ça, les dernières vidéos qu'il y a des coupages dans un livre, mais la vidéo est mise en retour, comment est-ce qu'on dit ça, en boucle. Je recompose les scènes d'où j'avais découpé des fumées des volcans. C'est une sorte de geste de soin, mais un geste de récupération impossible, un retour dans les temps que nous avons perdus. Mais au fond, le livre est complet, intact. Si ce retour n'est pas possible dans le monde réel, nous voudrons prendre en charge un autre futur, un monde qui plus que jamais a besoin de création. Tout est dit. Stéphane, j'imagine que cette année 2020 le déroulement de cette année 2020 a fortement bouleversé le calendrier. Mais rapidement, quels seront les prochains gros temps forts ? Alors, avec Effondrement des Alpes, nous ouvrons une exposition dans la plus grande institution culturelle de Bruxelles qui s'appelle Beaux-Arts. C'est une galerie qui justement traite de manière plutôt prospective et donc avec enthousiasme, peut-être pas d'optimisme, mais en tout cas avec une mobilisation joyeuse. Il ne faut absolument pas oublier d'être joyeux, de cultiver cette joie, c'est extrêmement important. Et donc il faut faire transition, mais il faut aussi bifurquer, sortir des récits alarmistes, sortir de la dépression liée à ces grandes nouvelles qui nous écrasent. Il faut au contraire relocaliser nos gestes, on va dire, pour retrouver des prises là-dessus, pour pouvoir faire des choses. Donc on fait une exposition joyeuse qui s'appelle la Galerie des Futurs. Ça va durer du 7 octobre au 17 avril 2021. Puis nous ouvrirons une exposition au Musée d'art contemporain de Lyon avec Effondrement des Alpes. Là aussi, plutôt une logique, alors tout en travaillant sur des choses tragiques, mais là aussi une logique plutôt de célébration, de rencontre, d'optimisme.
C'est pas vraiment optimiste, parce que l'optimisme, à vrai dire, quand on a travaillé avec des climatologues qui nous disent que la trajectoire climatique est écrite pour les 50 prochaines années, et nous on sait déjà, tous les scientifiques le disent, que par exemple il n'y aura plus de glace. Oui, donc ce sera pas dans les Alpes. ça l'utiliser. Donc c'est pas très optimiste, mais par contre, pour autant, on peut encore une fois apprendre à vivre et surtout fabriquer des endroits, des façons de faire qui fassent que nous, mais aussi nos enfants et peut-être nos petits-enfants, soient pas dans un monde dévasté comme nous le promettent les pires films hollywoodiens. C'est vraiment un autre imaginaire que nous cherchons à aider à pousser, on va dire. Et le fait qu'on soit une école est très important puisqu'on travaille avec des jeunes gens. Les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui, qui sortent du bac et qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils n'ont pas envie d'arriver dans un monde à la, j'en sais rien moi, Terminator, quoi. Ils ont envie eux aussi d'inventer un monde dans lequel le bonheur est possible, pour le dire avec des grands mots un peu lyriques, pardon, et d'être avec cette jeunesse au travail. Alors ne nous rend pas optimistes, mais nous met justement en position de créer des mondes pas trop désespérant. On va finir sur cette note. Je pense que c'est une très belle façon de terminer cette semaine ici, passée en votre compagnie à l'ESA. Merci Stéphane. Merci à toute votre équipe de nous avoir accueillis. Ça a été un vrai plaisir. Dans la liste des remerciements, je tiens à remercier très chaleureusement Andra Mardaré de l'ESA, qui m'a été d'une aide plus que précieuse pour tout mettre en place. Merci beaucoup Andra. Merci à François Pirot. Merci Mabé de sa présence. Merci à Johan Poignangros et à François Pirot pour la technique et la réalisation. Merci à Camille Copin. Merci à Marie Caligari. Et bien sûr, merci à vous de nous être toujours plus fidèles sur notre antenne. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Panorama. À très bientôt.